de me retrouver sur ce troisième cours de l'université lycéenne. Peut-être en attendant que d'autres personnes nous rejoignent éventuellement, je vais peut-être récapituler euh, les cours précédents très rapidement. Alors, je vous rappelle que lors du premier cours, nous avions évoqué les bornes chronologiques de l'usage attesté de l'écriture lycienne, également le fait que parfois on distingue un lycien A et un lycien B, bien que pour ce lycien B qui est étayé par trois textes seulement, on parle de nouveau comme autrefois de langue milienne. On a pu dire que le lycien était un état résiduel de la langue louvite, c'était la thèse de mon vieux maître René Lebrun. On a plutôt tendance aujourd'hui à considérer qu'il y avait un groupe louvitique avec un louvite tel que attesté dans les inscriptions de caractères cunéiformes et dites hiéroglyphiques dans l'est de l'Asie mineure, et un louvite occidental qui aurait évolué à travers d'autres langues et peut-être même le linéaire A, hein, vous savez, c'est une des hypothèses. J'avais présenté le programme général, donc aujourd'hui nous parlerons des épitaphes et d'un peu de ce que j'ai appelé de diplomatique lycienne, si tant est qu'on puisse réellement trouver un formulaire type, un schéma type pour les épitaphes, et je vous proposerai de vous présenter quelques inscriptions courtes, puisqu'on est au début de cet apprentissage de la langue lycienne. La première séance était consacrée à l'écriture. J'avais donné les instruments de travail pour commencer, la présentation de l'alphabet, et nous avions observé que beaucoup des lettres étaient issues d'alphabet grec archaïque, donc qui notait le même phonème, ce qui est le cas pour le alpha, qui note la valeur phonologique et même phonétique A, en lycien comme en grec, mais également des signes différents. Donc ici, effectivement, on a une sorte de qui archaïque inversé qui noterait la valeur E. Le epsilon qui serait employé pour noter la valeur I. L'omicron, la valeur OU, bien que le O grec était certainement, le O bref grec était certainement très proche de ce OU anatolien. Au niveau des consonnes, donc le bêta employé pour noter sans surprise le B, le delta, un D, qui est peut-être spirantisé si l'on en croit l'hypothèse de Trevor Bryce sur laquelle je suis revenu ensuite, dans la deuxième leçon. Un gamma inspiré de quelques variantes graphiques du grec archaïque. L'aspiration qui est notée, et vous savez qu'en grec, elle n'est pas notée, sauf dans les inscriptions attiques de l'époque classique, on la trouve. Le kappa notant guttural, le lambda L, le mu également, le nu également. Le pi, alors qui effectivement est attesté dans plusieurs alphabets sous cette forme que vous avez à l'écran grec archaïque, le kopa, euh, le rho grec qui note sans surprise la liquide R, le sigma pour le S, le tau pour le T. Et alors, on a une lettre qui est souvent dans les habitudes notée en tau, qui est une sorte de, vous voyez, de W avec une haste souscrite, une haste verticale, et que j'ai rapproché de signes en linéaire B. Un digamma, sans surprise, un iode, le zeta,
le qui, grec. Alors un θ qui effectivement est quand même très noté par ce X avec formé de deux lignes courbes. Euh, un A hypernasalisé qui est l'objet de nombreuses variantes graphiques, sans équivalence. Alors, c'est vrai que je me souviens que je l'avais cité Alain Bresson, il voyait dans ces signes de hypernasalisé avec beaucoup de variantes, peut-être du linéaire B, mais là, honnêtement, dans les signes répertoriés, en phénicien ou dans le carien qui est connu depuis peu, j'en avais pas trouvé. Le et hypernasalisé, qui là se rapproche peut-être pour lui du linéaire B. Un M hypernasalisé qui est noté par un qui, donc la lettre note un signe d'hypernasalisation, ce qui est une singularité lycienne ou lycocarienne, d'employer un signe spécifique pour noter la nasalisation d'une autre consonne par un signe complètement distinct. Bon. Pareil pour le N hypernasalisé, qui est noté par un xi. Le mu à quatre branches, qui a pu, en tout cas par Karouba, être considéré comme un G, une gutturale hypernasalisée. Parfois, on a un K majuscule qui va noter cette lettre, parfois les laisser telle qu'elle. Et puis, on a le diamant, qui est parfois considéré comme notant une sorte de quête. Voilà, donc là, j'avais évoqué peut-être des témoignages indirects dans l'Iliade qui attesteraient de l'usage d'un proto-lycien à l'époque, à l'âge du bronze. Également la mention dans l'inscription d'Yalbourg d'une offrande devant la montagne Patara, vraisemblablement en Lycie, pas loin de la cité actuelle. La comparaison que dans le tableau donné par Émarix entre le grec et le lycien. Également ces tableaux, ces essais d'utilisation de critères de datation de l'écriture par Birgit Christiansen. Et j'en étais passé la deuxième séance, donc il y a 15 jours, pardon, puisque nous avons commencé dès le début du mois de mai, la phonologie, c'est-à-dire la prononciation, en rappelant effectivement quelques éléments de terminologie linguistique, les voyelles, les consonnes, des différentes théories en ce qui concerne la prononciation, l'aspirantisation du delta, l'évolution, la prononciation de ce qu'on note par un taux et qui c'est vrai peut-être un phonème intermédiaire entre un qui, ou un qui évoluera en ti, est constatable notamment en lycien B. C'est une théorie de Melchert. Voilà, un certain nombre d'évolutions, le het qui évolue en kilicien, les différents phénomènes phonétiques de la gémination bien connus, l'assimilation notamment au cours du IVe siècle du A hypernasalisé au OU, qui marque notamment l'accusatif en flexion nominale, et puis des phénomènes de Sandy que vous avez à l'écran. On a également évoqué le fait que peut-être que le lycien notait des signes un peu plus aigus qu'en grec, et le tableau que vous avez à gauche en rend compte. Puis j'avais beaucoup développé les phénomènes d'hypernasalisation en me fondant notamment sur l'étude récente de Sylvain Patry. Voilà. Alors je vous renvoie bien sûr à l'enregistrement de la deuxième séance. Alors aujourd'hui, je voudrais parler de quelques épitaphes. Commençons. Alors, vous avez une première inscription qui est attestée à Telmessos, donc c'est la première qui ouvre le corpus de 1901, qui a été retravaillé bien sûr depuis.
Euh, Ici, vous avez un texte assez simple. Ebene upan mene prenawaten kudali zuriya tideimi kedzrime prenzitsiyei. Alors, on a souvent ce schéma, le nom de la tombe, et d'ailleurs on verra, puisque je vous ai mis une autre inscription, que ici on a Kupa, Kopa, qui serait la tombe, et on peut avoir Entata, qui est souvent traduit par chambre funéraire, mais qui est peut-être plutôt un cénotaphe. On le verra en évoquant la bilingue de Carmille Lessos à la fin de cette séance. Ici, effectivement, on a la conjonction mémei. Je vous renvoie à un article spécifique que Michel Mazoyer avait signé il y a quelques années, qui en rendait bien compte de cette conjonction un peu intraduisible, qu'on traduit souvent par une sorte de pronom, bon, en disant cette tombe là construite, puisque ici nous avons le verbe pranawa, construire, c'est toute la racine. On a également le déverbatif pour construction qui existe. Ici, avec une désinence de la troisième personne du singulier au prétérite, en tout cas au temps secondaire, qui note en lycien le passé. Et donc, on a ici quelque chose comme cette tombe, la construite, et ensuite, suivi de l'anthroponyme, Oudali, qui est sans doute un codalis en gréco-asianique, et ici, l'adjectif de relation, on parle souvent de génitif adjectival, et la désinence en H a tendance à noter ce génitif, ou cet adjectif de relation d'un anthroponyme qui devait être quelque chose comme Zouria. Donc, et on a la mention du fils ou de l'enfant, Tideimi. Donc ici, il s'agit vraisemblablement donc du propriétaire de la tombe qui l'a construite. Euh, donc il s'agit de Kodalis, fils de Zouria, et est mentionné, et c'est quelque chose qui ne l'est pas systématique dans toutes les épitaphes, on a Kedzrime, qui est probablement aussi un adjectif de relation d'anthroponyme, donc de Kedzrime ou Kedzrima, Prenedziye. Donc, qu'on a tendance à traduire par familier, membre de la maison, on pourrait dire parent, puisqu'ici, dans notamment la bilingue de Carmilessos, mais dans d'autres, on a l'équivalent qui est oikeos en grec. Et je vous renvoie à un article notamment d'Alain Bresson sur les oikos de Sparte, qui conclut que finalement, il s'agirait de parents, de membres de la parenté, de proches, si l'on veut. Donc, ici, de quoi s'agit-il? Probablement pas d'un familier au sens domestique, mais vraiment d'un membre peut-être d'un clan, peut-être relativement important d'une grande famille qui serait la maison de Kedrima. Donc ici, cette inscription nous donne un premier schéma, le nom de la tombe à l'accusatif singulier, le verbe de construction prétérite, le nom du propriétaire, puis son patronyme, exprimé par l'adjectif de relation avec une désinence en H, suivi de la mention Tideimi, et ici nous avons la mention du clan probablement, puisque il est parent de, membre de la maison de Kedzrima. La littérature anglo-saxonne parle de household. Alors nous avons ici une deuxième épitaphe dont je vous ai mis le support ici en forme de maison. Hein. C'est typique de ces tombes de Carie et de Lycie à façade. On a un nom difficile à lire, alors peut-être avec ce taux qui est pourtant surtout présent en lycien B, donc très prudent. Donc on aurait un Ertebou, peut-être, bizarre, et suivi d'un autre anthroponyme qui semble être un anthroponyme féminin, qui pourrait être l'épouse du propriétaire, ou Akene.
À voir, parce que ici, en tout cas, on nous dit, alors, est-ce que l'inscription est très incomplète, que on aurait ici le patronyme de l'épouse aussi, qui serait la fille de Muratzae, on ne sait pas très bien. En tout cas, on a le nom des propriétaires, on est toujours dans cette diplomatique type. Il nous manque, comme dans le schéma numéro 1, le nom de la tombe et la mention de la construction. Bon. En revanche, on a un élément supplémentaire qui n'était pas dans le schéma 1, le versement ou d'une redevance ou d'une pénalité à la Mindis, qui était une institution, une autorité en matière de droit funéraire. Alors, j'ai mis le terme qu'on retrouve cité dans la littérature grecque en correspondance avec la Mintie lycienne. Ça reste toujours peu mystérieux que cette Mindis, très étudiée depuis longtemps, notamment avec des articles de Trevor Bryce dans les années 80, mais pour autant pas si simple à caractériser. Et on a le numéral ici 2. Alors d'ailleurs, c'est 2,5, hein, je devrais corriger mon support, puisque ici, depuis longtemps, on a postulé, alors c'était Merici dès 1930, que ce petit signe, ce petit tiret, devait exprimer 1,5. Alors, dans la troisième inscription du corpus, dont je vous ai mis l'estampage ici, rappelant un peu les signes que nous avons vus lors de la première séance, nous avons Ebenekupa Meti Prenawate, donc on a pareil, cette tombe comme dans le schéma 1, Memei l'a construite, alors avec un ti qui est normalement un pronom adjectif relatif. Alors, bon, cette tombe qu'a construite, devrait-on dire en rigueur, Tewenizani, donc le fils, alors Tideimi, de Spentaza. Et alors là, on est un peu embêté parce que si on disait que c'était, par exemple, le nom de la mère, que c'était le fils de Spensaza et d'Azawanzala, ce qui serait le nom de la mère, mais on attendrait quand même la conjonction de coordination C. Il a souvent été dit que c'était peut-être un titre. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup de titres dont la suffixation est en za, notamment des prêtrises. Mais là, justement, on aurait là. Alors, est-ce qu'il faut couper le mot différemment? Une question. Est-ce qu'il faut restituer un H, comme je vous le mets dans le commentaire, dans l'analyse, à la ligne de droite? Est-ce qu'il faut ajouter un H pour postuler un accord entre Spensaza et Azawanzala? Bon, de toute façon, on voit pas très bien ce que ce serait. Si c'est un titre, si c'est le titre de Spensaza, effectivement, il faut un H. Si c'est le nom de la mère, il faudrait certainement aussi, mais il manquerait la conjonction de coordination. On peut aussi penser que Azawanzala serait le titre de Tewinidzei. Mais pourquoi est-il enclavé? Bon, à voir. Ce serait un peu étonnant. Alors, pardon, d'ailleurs, je dis des bêtises, parce que le H, effectivement, je voulais restituer, mais après, on ne sait pas, parce qu'il y a effectivement un espace qui le permet, ou une lettre qu'on pourrait identifier avant Tidemi à la ligne 3. RP, donc c'est une nouveauté dans ce schéma 3, c'est la préposition pour. Et donc là, on va avoir la mention des bénéficiaires de la tombe, qui sont l'épouse et les enfants. Donc, Tewinidzeni a construit cette tombe, pas pour lui. D'ailleurs, ce serait RP Atli, je ne l'ai pas mis, mais on a des inscriptions de ce genre. Ici, il l'a construit pour sa femme et ses enfants. Et il donne à la Minty 3,5 ADA, donc qui est la monnaie lycienne. L'inscription de Carmille-les-Sauces, pour terminer cette petite présentation, est toujours très discutée. Je vous ai remis les traductions
qui ont été faites ces dernières années dans les diapositives suivantes. On a ici une bilingue, et pourtant, en dépit de la bilingue, on peut quand même encore parfois s'interroger. Alors allons-y. Ebene, ici, est un démonstratif. Ebene entata, ou entatan, puisqu'on a une hypernasalisation qui est la marque de l'accusatif. Alors, on peut dire cette tombe, parfois on dit cette chambre funéraire. Mais comme vous voyez à la ligne 4, la bilingue dit tout auto mnéma. Et mnéma, alors ça peut être effectivement le souvenir, mais le mémorial, c'est vraisemblablement un cénotaphe, c'est-à-dire une tombe qui n'a pas de corps. Ce qui pourrait expliquer la différence de terme entre coupa, pan à l'accusatif, et entatan. Méné Prenawete, alors pareil, l'a construite, comme en grec ergasanto, donc l'a travaillé, l'a élaboré. Polenjda Apollonides. Alors Polenjda, pardon, qui correspond en grec à Apollonides. Ici, c'est assez particulier parce que on a souvent allégué, et c'est vrai que c'est une discussion toujours très importante, que Apollon n'existait pas, n'était pas attesté dans les textes lyciens, qu'il correspondait à Natri. Alors Natri qu'on voit dans le pilier inscrit de Xanthos, mais surtout dans la stèle trilingue du Létoon, l'équivalent du grec Apollodoros est Natriemi. Mais ici, on a comme équivalent d'Apollonides Polenjda, avec une racine très claire, théophorique, qui renvoie à Apollon. Surtout si d'ailleurs on considère que le ou lycien, comme je le rappelais encore au début, est assez proche de l'omicron grec. On a un Apollonides fils de Molis et de Dapara. Ici, on a bien le C, qui correspond au KY. Et alors avec, bon, on peut noter, je me demande d'ailleurs si c'est une variante réellement phonétique ou graphique. On a le delta de d'apparat dans le lycien et on a le lambda, l'apparas. Cette alternance d'ailleurs, LD, alors si on peut bien sûr considérer que c'est des variantes de prononciation, on pense par exemple chez les Hittites au tabarna et au labarna, bon, mais donc c'est curieux cette alternance dentale liquide et ça pose question toujours sur la prononciation réelle de ces termes. Pourri imete prenezii, donc ici ben, c'est pareil, c'est un membre de la maison du clan Pourrimatis. Alors il a construit ces cénotaphes pour sa femme. Alors pour leur femme. Oui, je suis parti dans n'importe quoi, je disais. D'Apparat, c'est pas donc le nom de la mère, j'étais encore sur l'idée précédente. Mais là, ici, on a un cas très particulier, d'ailleurs, deux propriétaires. On a Paul Lenjda et d'Apparat. Et qui ont construit, qui sont tous les deux vraisemblablement des membres du clan de Pourrimatis, et qui ont construit ce cénotaphe pour leurs épouses et leurs enfants. Alors, qui sont peut-être morts lors d'une catastrophe, enfin bon, et on n'a pas retrouvé les corps ou un incendie. Voilà. Ici, on arrive ainsi, pardon, donc à la ligne, enfin la fin de la ligne 2, CIE ti seritadi tike. Entata ebei me ie tu beiti punamanti. Et puis Alada Ali Ada. Alors, ici, nous avons une formule qui est souvent interprétée comme une formule imprécatoire. J'ai donné comme traduction « et quiconque déposera quelqu'un dans ce cénotaphe le profanera ».
ce qui était une traduction un peu provocatrice, puisque je n'ai pas repris la formule d'imprécation qu'on trouve pourtant dans la formule grecque. Et on a effectivement kai antis, et si quelqu'un adikésémite onema, profane le cénotaphe, touto, donc celui-ci, ou à celui-ci, exoléa, qui est, je dirais, la malédiction, kai, panoléa et la peste, ayez, seront ou sera à lui, auto. Alors, avec ce pantone qui est assez particulier, qui est souvent traduit par complètement entièrement, alors que nous n'avons pas l'adverbe pantos, mais un génitif. Parfois, on dit de tous. Bon. Et on va, suite à cela, effectivement, vouloir voir dans Punamati ce pantos. Alors, en inventant effectivement un certain nombre de choses. Alors, Tubeiti, c'est vrai que c'est ici frappera. D'autres auteurs, d'ailleurs plus récents, ont restitué Halemni, c'est-à-dire la colère, et en disant c'est la colère de tous va s'abattre. Bon. Et ensuite, on a effectivement Alada Ali, Ada, donc une des Ada, on ne sait pas très bien, il manque le numéral vraisemblablement, et Alad Ali, alors contrairement à ce qui est indiqué sur le dictionnaire en ligne Ediana, c'est pas la tombe, mais ce serait plutôt le défunt, ceux qui sont dans la tombe. Bon. Mais c'est vrai que si on a un cénotaphe, il n'y en a pas, donc il semble dans ce contexte tout de même s'il peut y avoir des erreurs, des questionnements sur la traduction, que ici, il s'agit d'interdire à quelqu'un de mettre des corps dans le cénotaphe, au risque d'ailleurs de le profaner, voire de l'endommager matériellement. Alors, on a plusieurs traductions, celle de Woodoysen de 2012, donc qui dit, alors on peut la reprendre, Entata est traduit par la chambre funéraire, hein, des chambers. Ici, Prenetiei, on est sur des members of the household, donc qui correspond à la fois à Dapara et à Polenjda, qui seront les membres tous les deux de ce clan. Et effectivement, on a ici et whoever place, et quiconque placera anyone else, donc quelqu'un d'autre, avec eux dans la chambre. Alors lui postule, effectivement, puisqu'il a traduit par chambre funéraire, que c'est vraiment une tombe. Alors, de toute façon, ça a la forme effectivement d'une tombe. Après, à ma connaissance, on n'a pas retrouvé les cadavres, mais bon, ce n'est pas non plus complètement étonnant. Alors ici, il traduit la formule imprécatoire. Alors il restitue bien Tubeiti, mais Punamanti devient la communauté. Bon, qui le punira. Alors Tubeiti, c'est quand même ici, c'est un présent à valeur de futur, c'est un temps primaire, mais ici, c'est frappé. Alors, Aladali n'est pas traduit comme le propose Melchert par le défunt, celui qui est dans la tombe, mais le profanateur, possible dans le contexte. Nous avons ici, en 2020, la traduction, je vous ai pas remis le texte, de Birgit Christiansen. La chambre funéraire, elle précise, Burial Chamber, Avbild Polenjda, ok, d'Apara, les membres de la maison de Purimatis pour leur épouse et leurs enfants, qui placera quelqu'un d'autre, Esseri. Alors, elle ne traduit pas Esseri, qui est généralement traduit en anglais par bow dessus, mais elle est prudente. In his burial chamber, donc là, on a la traduction, la même traduction que pour Entata, qu'on retrouve dans le texte. Ils détruiront tout, alors c'est Punyamati qui est traduit ici partout, ce qui leur appartiendra. Et Alad Ali devient une allocation ou une pénalité, c'est pas très bien. Elle traduit en parallèle l'inscription grecque avec ses variantes où on voit que quiconque endommagera la tombe
élimination, alors ce que moi j'ai traduit par malédiction, and extinction, qui correspond à, pour moi, la peste, de tout, Pantone, belonging to him, maybe, donc lui appartiendra, pourra lui appartenir, donc ça s'abattra sur lui. L'année suivante, on a la traduction de Florian Réveillac qui nous dit cette chambre funéraire, donc il reprend la même chose pour Entata, l'ont construite pour la fin, et quiconque dépose quelqu'un dans cette chambre, donc là c'est pareil, c'est l'hypothèse traditionnelle, puis qui se retrouve en Lycide, le fait d'utiliser les tombes en remploi, en fait, de voler les tombes pour mettre quelqu'un d'autre, qu'il y ait pour lui la colère de tous. Alors effectivement, lui n'a pas remis tout Beiti, mais a restitué Hetemi, qui serait la colère. Bon, après, c'est une restitution, donc il faudrait faire une étude plus systématique que je n'ai pas faite, savoir si effectivement Hetemi peut être employé ici. Voilà, et pour celui qui s'occupe du dépôt, alors là, c'est encore une nouvelle traduction de Halad Ali, donc, qui est le profanateur chez Christiansen, qui est le défunt chez Melchert, qui est encore autre chose chez Woodeisen, on vient de le voir. Bon, 95 euros. Alors lui aussi traduit le grec différemment. Il observe d'ailleurs dans son article qu'il y a une différence. Si quelqu'un endommage ce monument, qu'il y ait ruine complète et destruction de tout. Bon, c'est des variantes de traduction pour les deux noms communs qui paraissent dans l'inscription grecque que j'ai traduit moi-même par malédiction et peste. On a enfin une traduction d'il y a 2 ans de Pizzaniello de Valerio et de Stella Merlin, où on a ici à nouveau la chambre funéraire, Zero Soul Members, ok, et quiconque dépose quelqu'un d'autre, pareil, la colère sera sur lui, qui reprend la même restitution que Réveillac, ici, que vous avez HTMI. Puis la traduction en grec, si quelqu'un endommage la tombe, la complète destruction sera sur eux. Je trouve que c'est une traduction très élaborée. Je suppose que ce qui autorise complete destruction, c'est ou bien Pantone, qui viendrait renforcer les deux termes, ou alors le fait que les deux termes coordonnés en fait se renforcent mutuellement et que ça peut être interprété comme une complète destruction. Ici, dans ce schéma 3, nous avons donc le nom de la tombe ou un cénotaphe, un verbe de construction prétérite, le nom des propriétaires, leur patronyme respectif, RP, la proposition, les destinataires des tombes, et peut-être une formule imprécatoire, à voir. Moi, je la retrouve pas si précisément que ça, mais c'est vrai que la version grecque laisse à penser qu'il y en avait une, et puis le versement d'une redevance ou une pénalité, mais on ne sait pas bien à qui. Est-ce que c'est à Al-Dahali? Alors, d'ailleurs, moi, j'avais repris, j'avais regardé d'autres hypothèses plus anciennes, hein, c'est notamment sur Punimati, qui avait été rapproché d'un verbe pour écrire et qui pourrait désigner un registre. Alors, j'ai pensé au registre des défunts, mais alors, ici, en plus, si c'est Aladahali, c'est un adjectif de relation, mais au singulier. Alors, c'est du défunt, alors qu'il y en a plusieurs. C'est toujours un peu particulier. Est-ce qu'il s'agit du défunt que l'on mettrait dans cette tombe ou ce cénotaphe? Là est la question. Alors, la formule imprécatoire, hein, donc là, je vous ai mis en comparaison un peu les deux. Alors le frappera, ou alors la colère contre lui. Et ici, le grec qui nous dit exoléa et panoléa, malédiction et peste, sera sur lui. Que faire de Pantone? Renforcement, malédiction de tout, peut-être. Voilà. Alors pour terminer, même si je n'ai pas, j'aurais pu prendre toutes les inscriptions, toutes les épitaphes, ou peut-être faire une typologie, mais je pensais que dans le cadre de ces cours introductifs, c'était suffisant de faire quelques inscriptions différentes pour commencer un peu à se frotter à la langue lycienne réellement. Mais je voulais quand même vous montrer
l'étendue de la connaissance qui peut être, selon le point de vue duquel on se place, être très restreinte ou au contraire intéressante, sur le vocabulaire de la parenté. Et donc nous avons ici, donc je vous ai montré un peu l'évolution, alors entre le Louvite attesté, qui était semblablement le même au deuxième millénaire, et le Louvite hiéroglyphique qui est plus tardif pour l'essentiel, et le lycien. Donc ici, nous avons la mer, hein, qu'on a souvent attestée d'ailleurs à travers la déesse mère, hein, qu'on traduit souvent par mère divine, ce qui est le sens littéral, Eni Mahanaï, qui dans les bilingues correspond le plus souvent à l'étau. Nous avons de là l'adjectif de relation, Enei, donc maternelle. Nous avons la grand-mère, Kendna. Alors, c'est pour ça que je vous l'ai mis, il y a un terme dérivé de Ketna qui est intéressant, c'est Kehen, même s'il y a une réalisation de la gutturale qui est assez différente entre un Kopa et un Ki, mais on pense que ça peut venir de la même racine ou d'une racine assez proche, l'un de Anna en louvite, l'autre de Asaniti. Il y aura peut-être cette proximité pour le foyer. Nous avons le petit enfant, petite fille, petit-fils, Kakba, qui correspondrait plutôt au Luvit-Hasu, le grand-père, Kuga, qui vient de Hoha, Luvit, les proches, Kuwai, alors à ne pas, bien sûr, confondre avec Prenedi, qui peuvent être aussi les proches ou les parents, les familiers, les membres du clan. Nous avons le frère, Neni, de Nani en Luvit, les descendants, Newe ou Eseden Newe, du louvite, du hiéroglyphique Nawa, Prénédillé qu'on a vu dans ces inscriptions, Tedi le père, qui viendrait du louvite Tati, Tideimi dont nous avons parlé, qui en fait désignerait probablement le nourrisson. Et d'ailleurs, dans les bilingues, on a Ngonois, on a plutôt rejeton en quelque sorte, pour Tideimi. Donc du louvite Tidaimi, donc peu d'altération, une réalisation de la vocalisation A en E. Touès, le neveu ou la nièce. Tourta, qui a fait couler beaucoup d'encre et qui d'ailleurs, je crois, sur Ediana n'est pas euh, indiqué comme l'oncle. Ici, c'était toute une démonstration, il y a une vingtaine d'années, je crois, de par Dieter Schur. Moi, à l'époque, j'avais plutôt rapproché de titres comme le Tarténou, ou encore, je l'ai évoqué plus récemment, vous avez le commandant second en Égypte, bon, parce que ce terme est évoqué dans une longue inscription, certes funéraire, du sarcophage d'Ikoué, mais avec des mentions historiques, il s'agit d'une très longue inscription. Cela dit, Tourta se retrouve dans d'autres textes et c'est le plus probable de penser qu'il s'agit d'un terme de parenté. Euh, le rôle des oncles, notamment des oncles maternels, a pu jouer un rôle comparable à celui qu'il jouait dans la Grèce archaïque, notamment en cas de tutelle d'orphelins. Nous avons également l'homme, au sens d'ailleurs du mari, Zidi, qui vient du louvite Ziti, et qui achève effectivement cette présentation. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour les inscriptions de Pinara. À bientôt.